Ismaël Abba n'avait ni père ni mère, ni nom gravé dans une mémoire aimante. Son histoire avait commencé au seuil d'un lieu sacré, par une nuit humide et silencieuse, quand un inconnu déposa une boîte en carton devant la mosquée de Guet-Ndar, à Saint-Louis du Sénégal. À l'intérieur, un nouveau-né emmailloté dans un pagne déchiré, les yeux fermés, la respiration lente comme un souffle d'oiseau. 2 jours seulement après sa naissance, elle appartenait déjà à la rue. Les fidèles la trouvèrent à l'aube, juste avant la prière du Fajr. Un vieil imam la prit dans ses bras, murmura une sourate, puis la remit aux services sociaux. Elle ne pleura pas. Elle n'avait pas encore appris que le monde exige du bruit pour accorder de l'attention. Les années suivantes furent une série de départs et d'arrivées. Ismaëla ne portait aucun prénom au départ. C'est une éducatrice fatiguée qui lui donna celui d'un poète qu'elle aimait. Le nom de famille, Ba, fut attribué administrativement, ni hérité ni choisi. Un mot vide pour remplir une case. À 3 ans, elle fut placée dans une famille d'accueil à Pékin. Une femme sévère, 2 garçons turbulents. Elle resta 6 mois. Puis un autre foyer, puis un autre encore. On la déplaçait comme un meuble trop encombrant. Partout où elle allait, elle sentait qu'on la tolérait, jamais qu'on l'aimait. Elle apprit vite à ne pas pleurer, à ne pas poser de questions, à se faire toute petite. Chaque fois qu'elle commençait à s'attacher, chaque fois qu'un visage devenait un repère, on la renvoyait. Trop calme, trop silencieuse, trop étrange. Une enfant qui ne pleure pas est une enfant suspecte, disaient certains. Elle grandit avec une solitude profonde, épaisse comme une brume d'hivernage. Aux autres enfants, on parlait de leur mère, de leur père, de leur chez eux. Elle n'avait que des murs temporaires, des regards qui l'évaluaient sans jamais la voir. Chaque fois qu'on lui demandait « Tu viens d'où ?» elle répondait « Je sais pas ». Et elle sentait le vide l'envahir, comme une marée noire. À 12 ans, elle découvrait une photo. Dans un dossier oublié au fond d'un carton, elle trouva un cliché froissé, un bébé dans les bras d'une femme au visage, à moitié mangé par l'usure du papier. Aucune inscription, aucune date, juste cette image floue, comme un souvenir qui ne lui appartenait pas. Ismaëla la glissa dans son sac en plastique et la garda contre elle comme un trésor. Peut-être que c'était sa mère. Peut-être que quelqu'un, un jour, avait voulu d'elle. Cette photo devint sa seule certitude. Le soir, sous ses draps rêches, elle la regardait et murmurait « Un jour, quelqu'un m'aimera, même si je dois l'attendre toute ma vie. » À 18 ans, elle sortit du système. On lui remit un sac plastique, quelques vêtements, un peu d'argent et des vœux de chance sans sincérité. Elle n'avait nulle part où aller. Aucune racine, aucun toit, aucun souvenir heureux. Mais elle avait 2 choses. Photo devint sa seule certitude. Le soir, sous ses draps rêches, elle la regardait et murmurait « Un jour, quelqu'un m'aimera, même si je dois l'attendre toute ma vie. » À 18 ans, elle sortit du système. On lui remit un sac plastique, quelques vêtements, un peu d'argent et des vœux de chance sans sincérité. Elle n'avait nulle part où aller. Aucune racine, aucun toit, aucun souvenir heureux. Mais elle avait 2 choses, cette photo et cette promesse qu'elle s'était faite. Ce jour-là, elle marcha longtemps dans les rues de Saint-Louis, les yeux pleins d'interrogations. Elle observait les familles, les couples, les enfants, les visages rieurs et pressés. Tous semblaient appartenir à quelqu'un. Elle, non. Elle n'était la fille de personne. Mais elle décida qu'elle allait changer ça. Ismaëla ne voulait pas qu'on la prenne en pitié. Elle voulait qu'on l'aime. Pas parce qu'on devait, pas parce qu'on y était contraint, mais parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et c'est ce rêve, fragile et tenace, qui la fit avancer, sans nom, sans passé, mais avec un cœur entier. Les rues de Dakar étaient encore fraîches du matin quand Ismaëla commença à travailler dans le petit atelier de couture de la Médina. L'endroit n'avait rien de luxueux. Une salle étroite, quelques machines usées, une patronne au regard sévère, et 3 autres femmes qui ne parlaient que pour critiquer. Mais ici, au moins, on ne la rejetait pas. Elle cousait avec minutie, les yeux baissés, la voix rare. Chaque point qu'elle faisait était une prière muette pour ne pas être renvoyée. Les autres filles l'appelaient la muette, Cheuse la souris. Cela la faisait sourire en silence. Elle avait appris à être invisible. C'était plus sûr. Un jour de pluie chaude, il entra.
Il portait un costume couleur sable, sans une tache malgré la boue dehors, une montre d'or au poignet, des chaussures cirées, si propres qu'on aurait cru qu'il flottait au-dessus du sol. Il entra comme s'il était chez lui partout. Les autres filles se redressèrent. Même la patronne essuya ses mains à son pagne, nerveuse. « Bonjour, dit-il d'une voix posée, presque trop douce. J'ai besoin de rideaux pour un appartement. Quelqu'un peut m'aider ?» C'est Ismaëla qu'il fixa, sans vraiment la regarder. Et pourtant, il l'avait vue. Elle leva les yeux, le cœur affolé, sans comprendre pourquoi il s'adressait à elle. « Vous savez coudre à la main ?» demanda-t-il. « Définition propre. J'ai entendu dire que vous étiez la meilleure ici. » Elle ne répondit pas. La patronne prit la parole à sa place, fière. « C'est vrai, elle travaille bien. Elle ne parle pas beaucoup, mais ses mains parlent pour elle. » Il sourit, un vrai sourire. Pas un de ces sourires d'hommes riches qui se donnent l'air aimable. Il semblait curieux. « Je repasserai, » dit-il après avoir laissé son numéro. Et il revint. 2 jours plus tard, puis encore, et encore. Il trouvait toujours une excuse, une prise de mesure, un nouveau tissu, une question de couleur. Il parlait peu mais regardait beaucoup. Pas les formes d'Ismaëla, pourtant douces et fines, mais ses gestes, son silence, son calme. Un soir, il l'attendit à la sortie. « J'aimerais vous inviter à dîner. » Elle sursauta. Le monde entier sembla devenir flou autour d'elle. Elle pensa d'abord à fuir, puis à refuser. Mais il ne força pas. Il tendit simplement une carte avec une adresse. « Si vous changez d'avis, je serai là vendredi soir. » Pendant 3 jours, elle ne dormit pas. Elle serrait la carte comme un talisman, le cœur battant. Elle se regardait dans la glace et ne voyait qu'une fille aux traits maigres, à la peau marquée, aux yeux craintifs. Pourquoi lui? Mais au fond d'elle, une lumière, faible, vacillante, une question folle. Et si j'avais le droit, moi aussi, d'être aimée? Elle finit par y aller, avec sa plus belle robe, celle qu'elle avait cousue en secret, sans raison, juste pour sentir le tissu couler contre sa peau comme une promesse. Cher l'attendait, seul, sur une terrasse au bord de la mer. Il se leva en la voyant. « Vous êtes venu ?» Il ne la couvrit pas de compliments. Il ne posa pas de questions maladroites. Il lui parla doucement, de son métier, de sa passion pour l'architecture, de sa mère qu'il avait perdue jeune, lui aussi. Et quand il effleura sa main, ce fut avec une tendresse rare, presque sacrée. Ce soir-là, Ismaëla ne sentit pas qu'elle était jolie. Elle sentit qu'elle était vue. Et pour la première fois de sa vie, elle se demanda « Et si l'amour n'était pas qu'une chose réservée aux autres ?» Elle rentra tard, la tête pleine de lumière. Mais quelque part, une ombre aussi se glissa dans son cœur. Car une fille comme elle ne savait pas encore que les étoiles peuvent aussi brûler. Ça lit. Le sable chaud, les vagues tranquilles, l'odeur salée du vent. Ismaëla n'avait jamais vu la mer autrement qu'à travers les bus bondés de Dakar ou les cartes postales accrochées au mur du foyer. Elle n'avait jamais quitté la ville, jamais dormi dans des draps qui sentaient la lavande, jamais mangé dans un restaurant où on vous appelait madame. Cher avait tout organisé, un week-end, rien que tous les deux. Il ne l'avait pas consulté, il l'avait simplement regardé un soir et dit « Prépare-toi, on part demain, tu mérites de respirer. » Il lui avait acheté une robe, fluide, légère, d'un bleu profond qui rappelait la mer. Quand elle l'avait enfilée, elle s'était regardée longtemps dans la glace. Elle ne s'était pas reconnue, pas maquillée, pas transformée, mais révélée. Puis était venu le téléphone, puis un appartement plus tard, meublé, moderne, lumineux. « Ce n'est pas un piège, lui dit-il. Ce n'est pas un achat. Je te veux libre, mais plus jamais dans l'obscurité. » Il ne lui demandait rien, pas même son amour. Il lui donnait, sans retour, avec une douceur déconcertante. « Et pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle un soir, allongée contre lui, les yeux perdus dans les lumières de la terrasse. « Parce que je te vois, et je sais ce que c'est d'être brisé. Ici je suis irréparable, » murmura-t-elle. Il posa ses lèvres sur son front. « Alors je t'aimerai en morceaux. » Et elle y crut. Elle voulut y croire. Mais l'ombre n'avait jamais cessé de marcher à ses côtés. Des détails, petits, insidieux. Une nuit, il se leva en sursaut, le téléphone à la main.
Il sortit, murmura, raccrocha, reprit place dans le lit comme si de rien n'était. Elle avait fait semblant de dormir. Une autre fois, il chuchota un prénom en dormant. Mina. Puis un autre, Sophie, des noms qu'elle ne connaissait pas, des noms de femmes. Quand elle lui posait des questions, il souriait, l'embrassait. Mon travail est exigeant. Je suis souvent sollicité. Tu peux me dire la vérité, chère. Je te l'ai dit, ma belle. Il n'y a rien que je te cache. Mais dans ces silences, il y avait trop d'élégance, trop de contrôle. Alors elle ferma les yeux et fit taire la voix en elle, celle qui lui criait « Tu as déjà été rejeté tant de fois. Pourquoi penses-tu qu'un homme comme lui serait différent ?» Elle préféra croire en ses gestes, à sa générosité, à ses regards tendres, parce que c'était la première fois qu'on l'avait choisi, aimé, ou du moins ce qu'elle croyait être l'amour. Mais un soir, en rangeant ses affaires dans l'appartement qu'il lui avait offert, elle trouva une carte, oubliée entre 2 livres d'architecture, un mot griffonné derrière. « Merci pour cette nuit. Reviens vite, monsieur. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle voulut rire, pleurer, hurler, mais aucun son ne sortit. Elle posa la carte sur la table, loin d'elle, comme si la distance pouvait effacer ce qu'elle venait de comprendre. Et elle s'assit, longtemps, en silence, car parfois, la pire des trahisons n'est pas celle qu'on découvre, mais celle qu'on pressentait et qu'on a refusé de voir. Dakar brillait sous les lumières d'un soir de gala. Le bâtiment où se tenait la fête de charité semblait flotter hors du monde. Dorures sur les murs, verres à pied étincelants, musiciens en costume noir. Cher, dans son éternel costume sur mesure, serrait des mains, saluait des notables, riait avec des banquiers. Ismaëla, perchée sur des talons trop neufs, se tenait près de lui, sourire figé, robe ajustée. Elle avait appris à se taire dans ces soirées-là, à n'être qu'un joli décor. Personne ne lui demandait son nom. On la regardait avec une politesse distante, comme on regarde un objet précieux dont on ignore l'origine. Et puis Hadja entra. Elle portait un boubou ivoire d'une élégance éclatante, sans ostentation. Sa peau caramel, ses cheveux coiffés avec soin, son port de tête. Elle avait quelque chose de royal. Et pourtant, ce qui frappait le plus, c'était son aisance. La façon dont elle marchait dans la salle comme chez elle. La façon dont les gens s'effaçaient doucement autour d'elle, happés par son charisme tranquille. Cher s'était figé, juste une seconde. Puis il avait souri, un sourire étrange. Pas celui qu'il réservait aux inconnus, ni celui qu'il offrait à Ismaëla. Un sourire ancien, habité. « Hadja, dit-il, ça faisait longtemps. » Il s'était embrassé sur les joues, lentement, comme si le geste était trop chargé. Hadja avait tourné les yeux vers Ismaëla, l'avait détaillé sans arrogance, avec une curiosité sincère. « Tu ne me présentes pas, Ismaël, ma compagne ?» Le mot l'avait frôlé comme une gifle douce. Compagne, pas petite amie, pas amour, juste présente. Hadja tendit la main. Ravi. Sa voix était posée, profonde. Pendant la soirée, Ismaëla observa. Elle regarda les gestes, les regards, les silences. Elle comprit vite. Hadja n'était pas une connaissance, ni une simple amie. C'était son ancienne fiancée, officiellement. Mais dans leurs gestes, il y avait encore une langue secrète, une intimité qu'Ismaëla ne partageait pas. À un moment, elle les surprit à l'écart, près du buffet. Ils parlaient bas, trop près. Hadja toucha son bras. Cher baissa les yeux. Un frisson parcourut Ismaëla comme une lame froide. Ce soir-là, dans la voiture du retour, elle garda le silence, jusqu'à ce que le trop-plein déborde. « C'était ton ex-fiancé, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il roula quelques minutes, les mains serrées sur le volant. « Oui, dit-il enfin, mais c'est du passé. Je t'ai choisi, toi. » Elle aurait voulu lui hurler dessus, demander pourquoi il ne lui avait jamais parlé d'elle, pourquoi leurs regards semblaient encore porter des promesses. Mais à la place, elle dit « Tu es sûr ?» Et il posa sa main sur la sienne. « Ismaëla, c'est toi. Je ne retourne jamais en arrière. » Et elle le crut. Parce qu'elle en avait besoin, parce qu'elle n'avait jamais eu de place dans la vie de personne, et qu'ici, même bancale, même incertaine,
Il semblait y en avoir une. Mais cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans leur lit, Cher endormit à ses côtés. Elle repensa au regard d'Adja. Il n'y avait eu ni haine, ni jalousie, juste une ombre, comme celle que l'on laisse derrière soi quand on part sans vraiment s'éloigner. C'était un matin comme les autres. Le soleil filtrait paresseusement à travers les stores. Dans la cuisine, le café bouillait doucement. Ismaëla venait de finir de repasser une chemise de chair quand elle entendit le ploc léger de la boîte aux lettres. Elle sortit, pieds nus, et ramassa un pli sans timbre, sans adresse, juste son prénom inscrit à l'encre noire. Il n'y a pas de place pour une orpheline dans le monde de Cher. Tu n'as pas ta place ici. Elle resta figée. Un moment, puis elle rit. Un rire bref, nerveux, comme on rit devant un mauvais film. Mais plus tard, seule dans la salle de bain, ses genoux repliés contre sa poitrine, elle pleura. Longtemps, elle voulait croire que c'était une mauvaise blague, une jalousie quelconque, une provocation d'Adja, ou d'une autre femme du passé. Mais cette lettre ouvrit une brèche. Et la brèche s'élargit quand, quelques jours plus tard, elle tenta de renouveler son contrat d'électricité. « Madame, votre nom ne figure pas dans nos fichiers. Le propriétaire de ce logement est une certaine Adja Gay. » Elle sentit le sol s'effondrer sous elle. Adja, encore elle, toujours elle. Le soir, Cher rentra avec un bouquet d'hibiscus blancs, son sourire éclatant, sa voix douce. Il l'embrassa comme si de rien n'était, comme si elle n'était pas en train de mourir à petit feu sous la surface. L'appartement, la voiture, tout est à son nom, souffla-t-elle. Pourquoi? Il se figea, juste un instant, puis il s'assit en face d'elle. C'est une erreur administrative. Elle m'a aidé à l'époque. C'est ancien. Je vais régulariser tout ça. Ce n'est rien. Ne laisse pas ça t'atteindre. Il posa sa main sur son ventre. On devrait penser à l'avenir, à un bébé, à une vraie maison. Quelque chose à nous. Ces mots, elle les avait rêvés, 1000 fois. Et pourtant, ce soir-là, ils sonnèrent creux. Cher parlait d'avenir, mais elle avait les yeux fixés sur les murs qui ne lui appartenaient pas, sur la voiture qu'elle conduisait, sans savoir qu'elle roulait, sous un autre nom, sur chaque geste qu'il faisait, et qu'elle ne pouvait plus croire sans y chercher une ombre. Elle ne dit rien, pas ce soir-là, pas le lendemain non plus, mais les graines du doute avaient germé, et en silence, lentement, une femme blessée commençait à se relever. Non pas pour fuir, pas encore, mais pour regarder en face. C'était un matin sans éclat. Les jours se ressemblaient depuis quelque temps. La routine avait avalé les promesses. Les gestes tendres étaient devenus rares, mécaniques. Et elle marchait dans son propre corps comme dans un lieu étranger. Fatiguée, nauséeuse, différente. Un test, 2 traits, clair, incontestable. Ismaëla resta assise au bord du lit pendant 1 heure entière, le bâtonnet dans la main, le cœur battant comme un tambour de guerre. Elle n'avait pas prémédité ça. Elle n'avait rien cherché, rien provoqué. Elle avait juste vécu. Et maintenant, elle n'était plus seule. Un enfant, une vie, un futur. Mais pouvait-on bâtir un futur sur un sol aussi friable? Elle hésita à le lui dire. Une voix en elle lui criait que ce n'était pas le moment, que quelque chose s'était fêlé entre eux, irrémédiablement, que la lumière qu'elle avait cru voir en lui n'était peut-être qu'un reflet sur une lame. Et pourtant, ce fut Cher lui-même qui le découvrit, en fouillant dans sa trousse de toilette. Peut-être par habitude, peut-être par paranoïa. Elle était en train de ranger la cuisine quand il entra, dans la pièce, lentement, le test de grossesse dans la main. « C'est quoi ça, Ismaëla ?» Elle se figea. Elle ouvrit la bouche. Aucun mot ne sortit. Il continua, sa voix déjà tranchante. « Tu comptais me le dire quand? Après avoir tout verrouillé? Après avoir fait ton petit plan ?» Elle voulut répondre, mais il ne lui laissa pas le temps. « Tu crois que c'est comme ça qu'on me piège? En jouant les victimes, les petites orphelines fragiles? Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu depuis le début? » Elle recula, un pas, puis un autre. « Tchèkre, ce n'était pas voulu, Ah oui, et l'appartement? Et la voiture? Et maintenant, un enfant? Tu veux quoi d'autre? Mon nom, mon héritage ?» Le venin dans sa voix était nouveau, tranchant, glacial. Elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait aimé.
Il s'approcha. Dehors? Quoi? Tu m'as entendu. Prends tes affaires. Fous le camp. Cher, il pleut. Il fait nuit. Et alors? Je te dois quelque chose? Tu crois que ce monde t'appartient parce que tu m'as sauté dessus avec ton ventre vide? Il l'attrapa par le bras, ouvrit la porte. Le vent s'engouffra dans l'appartement comme une gifle du ciel. La pluie tombait à seaux. Elle le regarda. Une dernière fois. Elle chercha dans ses yeux une trace de l'homme d'avant. Celui qui lui disait « Je t'aimerai en morceaux ». Mais il n'y avait plus rien, qu'un mur froid et une colère sèche. Elle sortit, sans parapluie, sans sac, le test dans sa main tremblante, les larmes mêlées à la pluie. Dans la rue, les klaxons résonnaient comme des rires moqueurs. Elle marcha longtemps, sans destination. Et dans son ventre, la vie battait. Encore, malgré tout, les nuits étaient longues, glaciales, même sous la chaleur humide de Dakar. Les néons des urgences de l'hôpital, Aristide le Dantec, éclairaient par à coups les murs décrépits. C'est là qu'elle dormait, recroquevillée sur un banc, un bras sur son ventre, comme pour protéger ce qu'il lui restait. Personne ne la regardait vraiment. Les infirmiers passaient vite. Les patients hurlaient parfois. Elle devenait invisible, une silhouette de plus dans le chaos de la nuit. Le jour, elle marchait, sans but. Parfois, elle fouillait les poubelles d'un fast-food, mangeait des restes abandonnés sur une table. Les regards qui la croisaient glissaient sur elle avec indifférence ou mépris. Elle avait connu l'abandon, mais jamais l'effacement. Cher avait arraché d'elle non seulement l'amour, mais aussi la dernière illusion, celle qu'elle pouvait compter pour quelqu'un. 3 jours, puis 5, puis 7. Ses forces l'abandonnaient. Son ventre tirait. Elle avait mal. Puis un soir, alors qu'elle s'était écroulée devant la porte d'un petit dispensaire de quartier, une main rugueuse avait touché son épaule. « Ma fille, tu ne peux pas rester là. Tu vas mourir. » C'était une vieille femme. Le foulard coloré, la voix basse, le regard comme une lampe éteinte par trop de tempêtes. Elle s'appelait Mamé Kumba. Elle l'amena dans un centre discret, caché derrière une église décrépite, la maison des hirondelles. Là vivaient une dizaine de femmes, certaines avec des bleus encore frais, d'autres avec des cicatrices plus profondes. Des histoires de coups, de viols, de fuites au milieu de la nuit. On lui donna un matelas, un drap, un bol de riz et du silence. Personne ne posa de questions. Chacune savait qu'il y a des douleurs qu'il faut laisser mûrir avant d'en parler. Ismaïla n'osa pas tout de suite raconter. Elle écouta. Fatou, violée par son oncle depuis ses 13 ans. Aïssatou, brûlée au bras par son mari jaloux. Mariem, enceinte d'un homme qui avait disparu dès qu'il avait vu les échographies. Des douleurs si profondes qu'on aurait cru les entendre respirer la nuit. Mais dans le cœur d'Ismaïla, il y avait une autre blessure, moins visible, plus sournoise. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était la perte. La perte de celui qui, un jour, lui avait dit « Je t'aimerai en morceaux ». Liediden, Shay l'avait regardé, l'avait touché, l'avait choisi, puis l'avait jeté comme si elle n'avait jamais compté. Et cela, plus que le froid, plus que la faim, plus que les insultes, c'est cela qui la déchirait, la certitude qu'elle n'existait plus dans les yeux de l'homme qu'elle avait aimé. Et dans cette maison pleine de larmes, où tant de femmes se reconstruisaient, elle comprit que le plus dur n'était pas d'être seule. Le plus dur, c'était d'avoir été quelqu'un et de redevenir personne. Elle était là, debout dans l'encadrement de la porte. Adja, même sans maquillage, même avec la fatigue creusant son visage, elle avait cette prestance intacte, comme si rien ne pouvait vraiment l'atteindre. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose avait changé dans ses yeux. Moins de fierté, plus de feu. Ismaïla, assise sur son matelas, sentit son ventre se contracter légèrement. Pas de douleur, juste un avertissement, une tension. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle méfiante. « Je suis venue pour la vérité. » Elle entra lentement, referma la porte derrière elle. Pas un bruit dans le centre. Les autres femmes dormaient ou faisaient semblant. Adja s'assit au bord du lit. Son regard plongea dans celui d'Ismaïla. « Cheikh t'a choisi parce que tu étais malléable, parce que tu avais l'air brisé.
Il aime les morceaux, oui, mais seulement pour les modeler à sa guise. Un frisson parcourut Ismaïla. C'était exactement ce qu'il avait dit. Je t'aimerai en morceaux. Mais maintenant, ces mots sonnaient autrement, comme une promesse de possession. Pas d'amour. Moi aussi je l'ai cru, murmura Hadja. Il m'a fait rêver, m'a montré des plans, des maquettes, des projets. Mais tout était faux. Cher n'est pas architecte. Il ne l'a jamais été. Il dirige un réseau. Des acquisitions de terrains illégaux, des rachats truqués, des titres fonciers trafiqués. Il détruit des quartiers entiers en les faisant expulser. Il ment, il manipule, et il efface celles qui en savent trop. Ismaïla se redressa. Tu faisais partie de ça. Hadja hocha la tête. Au début, je ne savais pas. Puis j'ai fermé les yeux. Et quand j'ai voulu parler, il m'a fait taire. Sali dans les journaux, menacé. Plus personne ne m'a cru. Il a pris mes biens, mon nom, ma voix. Un long silence s'installa. Et moi, souffla Ismaïla. Pourquoi venir me dire tout ça? Parce que tu as encore quelque chose qu'il ne t'a pas pris, ton enfant. Et parce que tu sais ce que c'est que de tout perdre. Elle sortit une clé USB de son sac. Voilà ce qu'il cache. Dossier, preuves, signature. J'ai tout gardé. J'attendais juste le bon moment. Et la bonne personne. Ismaïla prit l'objet du bout des doigts. C'était léger, presque insignifiant. Et pourtant, cela contenait peut-être la fin d'un empire. Je veux qu'il tombe, dit Hadja. Je veux qu'il se souvienne de nos noms. Toi, l'orpheline. Moi, la princesse détrônée. On n'a plus rien à perdre. Ismaïla baissa les yeux vers son ventre rondissant. Elle pensa à toutes les nuits dehors, à la honte, aux humiliations, à la pluie. Et dans ce chaos intérieur, une certitude s'enracina. Elle n'était plus seulement brisée. Elle était dangereuse et il allait le découvrir. Le plan était simple et terriblement risqué. Ismaïla devait redevenir celle qu'il aimait, celle qu'il croyait avoir brisée à jamais. Elle l'appela, la voix tremblante, le ton doux, presque suppliant. « Cher, je ne veux plus fuir. J'ai compris que j'avais besoin de toi. Je suis fatigué de me battre. Je t'aime encore. » Un silence, puis un soupir, méfiant, mais flatté. Il accepta de la revoir, puis de la reprendre, comme on récupère un jouet retrouvé sous un lit. « Je savais que tu reviendrais. » Elle emménagea de nouveau, avec le sourire qu'elle avait appris à porter comme un masque. Les jours suivants, elle fut l'ombre discrète de lui. Elle préparait ses repas, massait ses épaules, écoutait ses confidences et enregistrait tout. Chaque appel, chaque mot, chaque soupir. Elle copia des dossiers de son ordinateur, prit des photos de documents confidentiels, releva les adresses, les noms, les transactions. Chaque soir, elle écrivait tout dans un petit carnet caché, sous la latte du parquet de la chambre d'amis. Chaque matin, elle envoyait une partie à Hadja par mail crypté. Le dernier soir, c'était prêt. Tout, les preuves, les enregistrements, la liste des complices. Elle devait se retrouver dans un café discret à Wakam. Mais Hadja n'est jamais venue. Son téléphone ne répondait pas, ni le soir, ni la nuit, ni le lendemain. Ce fut aux infos du matin qu'Ismaïla entendit son nom. Une femme retrouvée morte dans sa voiture, non loin des falaises. La police évoque un accident. Aucune trace suspecte. Aucune enquête ouverte. Le monde d'Ismaïla s'arrêta net. Elle sentit son cœur exploser. Pas de bruit. Juste un vide immense, violent, déchirant. Elle courut à l'endroit du rendez-vous. Rien. Puis à la morgue. On lui montra le corps. C'était bien elle, Hadja. Pas d'autopsie. Pas d'empreinte. Pas de témoin. Mais elle savait. Elle savait. Cher savait. Il avait tout compris. Il avait attendu, l'avait laissé faire, l'avait regardé se débattre, enregistrer, copier, croire. Et pendant qu'elle croyait le manipuler, lui, il avait frappé. Hadja était morte, et Ismaïla était seule. Et cette fois, il ne restait rien à sauver, même pas la vengeance. Elle n'a pas laissé de lettres. Pas un mot, pas une trace. Juste un lit défait, une armoire vide, et un dossier oublié sur une clé USB qu'elle avait glissée, comme un acte de paix, dans la boîte aux lettres d'un journaliste anonyme. Et puis elle est partie, avec un ventre lourd, des souvenirs acides et un cœur brûlé à blanc. Elle a traversé le pays en silence, dormi dans des gares, dans des camions, dans des regards fuyants.
Elle est arrivée dans une petite ville au nord, là où personne ne la connaissait, là où même son ombre semblait s'être perdue en chemin. Elle a changé de nom, s'est fait appeler Mariama, a trouvé une vieille boutique, abandonnée qu'un imam bienveillant lui a louée pour presque rien. Elle a repris la couture, avec ses mains, avec son silence. Elle a recousu sa vie comme un tissu déchiré, point par point. Et un jour de décembre, entre deux aiguilles, elle a mis au monde un garçon, petit, silencieux, intact. Elle l'a appelé Issa. Chaque matin, elle se lève avant le soleil, prépare du pain chaud, boit du lait, puis elle s'assoit près de son fils endormi. Elle le regarde respirer, écoute les battements de son cœur minuscule. Elle ne sait pas s'il sera aimé. Elle ne sait pas s'il pardonnera un jour ce monde brutal. Mais elle sait une chose, elle l'aimera assez pour deux. Elle ne sera peut-être jamais désirée, elle ne sera peut-être jamais vengée, mais elle sera vivante. Et chaque fois qu'elle coude une robe, qu'elle borde une manche, qu'elle choisit un tissu, elle se souvient de ce qu'elle a traversé, de ce qu'elle a perdu, de ce qu'elle est devenue. Elle est une fleur invisible. Mais même les fleurs invisibles finissent par fleurir, dans les fissures du béton, en silence et avec grâce.